Julie. J'ai compris. Voilà, vous devez cliquer sur j'ai compris. Je pense que c'est une question de RGPD, entre autres. Suzanne, je t'en prie. Ton micro est en mute. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, je suis diplômée du Master droit éco depuis 2013. Et après ça, j'ai passé le barreau. Donc, j'ai commencé à exercer pour un temps assez restreint comme avocate chez Darrois, après avoir fait mon stage final chez Allen & Overy. Et en fait, très vite, j'ai quitté la profession d'avocat pour faire complètement autre chose. J'ai passé 4 ans à la direction de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, je travaille comme consultante dans le secteur de la protection sociale. Et voilà, donc avec les alumni de l'école de droit, quand on parlait un petit peu des différentes thématiques qu'on pouvait aborder, c'est vrai que la réinvention de la carrière, la bifurcation de trajectoire faisait partie des enjeux assez intéressants, puisque finalement, plus les années passent et plus on est nombreux à quitter la profession d'avocat. Et il y a quand même vraiment une vie après le barreau, mais aussi après les masters juridiques de Sciences Po. Et l'idée, c'était un petit peu d'en parler tous ensemble, parce que bon, bah, finalement, certains restent dans le secteur du droit, d'autres pas du tout. Il y a des changements plus ou moins radicaux. Et donc voilà, ayant un petit peu vécu ça, c'était important pour moi de faire un événement autour de ce sujet. Merci. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comme l'enregistrement a commencé, je vais me représenter. Je m'appelle Lucie Zonza, je suis élève avocate. Je suis présidente du bureau des alumni de l'école de droit de Sciences Po. Voilà, c'est un peu long. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir cette audience pour pouvoir écouter les parcours de Audrey, Bérangère et Marie, que je ne présente pas tout de suite, car en fait, nos questions vont leur permettre de se présenter et de parler d'elles dès maintenant. On a 1 heure ensemble. On va essayer de garder un temps à la fin pour vos questions. Comme je l'ai mis dans le chat, si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les poser dans le chat. Ça nous permet de les voir et de les incorporer dans nos questions pour essayer d'avoir le plus de discussions possible et qu'il n'y ait pas de frustration liée au contenu. On aura 3 sections, en fait, durant ce webinaire. On va demander à nos intervenantes de parler de leur trajectoire avant qu'elles aient décidé de réinventer leur carrière, ce qu'elles ont fait avant de se réinventer. On va ensuite poser notamment des questions à Audrey sur la question de comment se réinventer professionnellement lorsqu'on est juriste, que ce soit avocat ou non. Et ensuite, on va se concentrer spécifiquement sur le parcours de Bérangère pour ce qui est des personnes qui décident de sortir du cadre, c'est-à-dire de ne plus faire de droit tout en continuant à avoir une activité. Voilà le plan. C'est parti. Donc, premier thème, la trajectoire avant de réinventer sa carrière. Suzanne, je t'en prie, je crois que c'était ce qu'on s'était dit. Oui, tout à fait. Donc voilà, la question, c'est un petit peu de comprendre quelle était votre vie d'avant, en fait. Faire un zoom sur votre carrière avant, quelle était votre spécialité, où est-ce que vous travaillez, pendant combien de temps, pourquoi vous avez choisi d'aller vers cette carrière-là, et si vous étiez avocate, un peu à quoi ressemblait votre vie au quotidien à cette époque. Si Bérangère, tu veux commencer, je t'en prie, ne fais pas ordre alphabétique. D'accord. Bonjour. Alors moi, j'ai été avocate collaboratrice en corporate et M&A pendant 4 ans dans 2 cabinets parisiens, après un parcours, j'ai envie de dire classique pour cette audience, en Sciences Po, diplômée en 2014, un master à Dauphine pendant le barreau, et puis le barreau et la prestation de serment début 2017. Et un quotidien qui était assez satisfaisant parce que j'avais beaucoup d'autonomie en tant que collaboratrice, surtout au fil des années. J'appréciais les échanges avec les clients, avec mes collègues. Pourquoi le corporate? En revanche, c'est, j'ai envie de dire, un choix qui s'est fait un petit peu comme ça. J'ai fait des stages, ça s'est bien passé, c'était plutôt intéressant. On m'a proposé un stage final, une collab, et puis comme on était content de moi et que j'étais contente, voilà, ça s'est fait comme ça, mais sans vocation particulière pour ce domaine, et ce qui peut ensuite amener à se poser des questions, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Marie, je t'en prie.
Ouais, je prends la suite. Bonjour tout le monde. Merci Lucie et Suzanne pour l'invitation. Très cool d'en discuter avec vous ce midi. Moi, pour compléter ce que dit Bérangère, je pense que j'ai un parcours assez similaire à elle, sauf que je ne faisais pas du corporate, mais de la propriété intellectuelle, pareil, en grand cabinet. J'ai pareil un parcours entre guillemets classique pour les gens qui nous écoutent. Diplômé de Sciences Po, école du barreau, etc. etc. Donc, du coup, ma vie en tant qu'avocate en grand cabinet, je pense que vous la connaissez tous bien. Je ne vais pas vous la décrire. En revanche, je pense que moi, en parallèle de cette vie de collaboratrice en grand cabinet, j'avais pu, en gros cabinet, je ne sais pas si on dit grand ou gros, j'avais pu en parallèle très tôt, si ce n'est dès le début, en fait, et développer des dossiers perso et être sur les listes de permanence pénale du barreau de Paris. Donc, en fait, parallèlement à une collaboration en droit des affaires, j'avais aussi une pratique un peu plus personnelle de mon côté. Et et ça, c'était top. Enfin, moi, j'ai vraiment vachement apprécié ce truc-là. Et ça m'a aussi énormément aidé à envisager la suite et à un moment à me dire, OK, cette collaboration en propriété intellectuelle qui en fait était qui découlait de quelque chose d'assez naturel parce que j'avais suivi des études là-dedans, enfin, je pense un peu comme bon nombre d'entre nous, sur lesquels je ne m'étais pas forcément posé énormément de questions. Voilà, de faire ces activités parallèles plus personnelles et en fait assez éloignées finalement d'une pratique en droit des affaires ultra concentrée autour d'une collaboration en gros cabinet, ça m'a vachement aidé à prendre du recul sur ce que je faisais et à me poser d'autres questions. Est-ce que l'une d'entre vous avait envisagé un moment d'être associée ou alors d'être indépendante? Je pense que ça va sans doute se recouvrir sur une autre, ce qu'on dira plus tard, mais est-ce que c'était une idée dès le début ou alors, par exemple, au bout de 2 ou 3 ans ou 4 ou 5, est-ce que cette question de l'indépendance totale vous était venue à l'esprit? Pour mon cas, en tant que collaboratrice en corporate, on va dire que l'association, c'est quelque chose que j'avais en tête parce que ça me semblait l'aboutissement d'une carrière toute tracée devant moi. Donc, d'ici un temps plus ou moins long, suivant la structure du cabinet dans laquelle j'allais aller. Mais en tout cas, personnellement, ce n'était pas un rêve ou un objectif que je m'étais fixé qui m'avait convaincue d'entrer dans la profession. C'était plutôt l'évolution normale de la carrière. Si tout se passait bien, un jour, je deviendrais associée. Donc, c'était plutôt dans cet esprit-là. L'indépendance, pas forcément en tant qu'en corporate. En tout cas, à Paris, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'être dans des cabinets plus ou moins gros. Et ce n'est pas quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. D'accord, donc plus impossible, mais pas forcément un but absolu. Et toi, Marie? Alors moi, à l'inverse peut-être de Bérangère, moi c'est clairement une option qui s'est posée. J'y ai très sérieusement réfléchi pendant, notamment là. Exactement. Pardon? Désolée, il y a quelqu'un qui s'est connecté avec son micro. Pas de problème. Oui, moi le fait de s'installer, ça a clairement été une option que j'ai sérieusement pris en compte. Notamment, je pense, parce que j'ai fait du perso j'avais des dossiers perso. J'ai fait 7 ans de collaboration, donc j'avais un peu de perso, j'en faisais déjà depuis un moment, j'avais pas mal d'amis à leur compte, etc. Donc, tout à fait, c'est quelque chose qui s'est posé. L'autre versant qui était de s'associer dans le cabinet dans lequel j'exerçais en tant que collaboratrice, c'est une option que j'ai mis de côté assez rapidement, tout simplement parce que je ne me voyais pas du tout vendre des prestations, mes prestations, enfin me vendre comme avocate sous la marque de mon cabinet. Mais voilà, le fait de se mettre à son compte, je pense que quand on est collaborateur, et je pense que tout autant qu'on est là dans ce webinaire, on y pense forcément. Enfin, le métier d'avocat, ça reste quand même un métier d'entrepreneur à la base. C'est une activité libérale et on peut difficilement, je pense, ne pas se poser la question. Et si on ne se la pose pas, je pense qu'il y a un souci. Du coup, il faut se poser d'autres questions. Mais oui, et c'est sûr qu'on se la pose. Et moi, j'ai vachement étudié la question et j'ai choisi de pas le faire à ce stade de ma vie. Mais mais peut-être que j'y reviendrai un jour. Mais pour l'instant, j'ai choisi de pas me mettre à mon compte. Très clair. Merci. Donc là, on approche la fin de notre première section. Vous avez compris, je pense, quel était le parcours de Bérangère et Marie avant le changement. Et on va entrer donc dans la deuxième section, se réinventer professionnellement.
Et je vais donc donner la parole à Audrey, déjà pour qu'elle se présente, car je pense que c'est un profil que moi, en tout cas en tant qu'étudiante à Sciences Po, je ne connaissais pas forcément, mais pourtant qui est très utile aux personnes qui travaillent dans le secteur du droit. Pour commencer à répondre à la question, en fait, qui sont ces juristes qui font appel à vos services? Donc déjà, Audrey, quels sont vos services et qui fait appel à vous? Et comment est-ce que vous leur prêtez main forte? Merci Lucie et bonjour à tous, ravie d'être là aux côtés de Bérangère et de Marie pour intervenir. Pour me présenter rapidement, en fait, je suis juriste de formation. Je n'ai pas fait Sciences Po, contrairement à vous tous. Donc, je suis ravie d'être accueillie parmi vous aujourd'hui. Et alors moi, pour le coup, j'ai fait du droit, pas du tout pour être juriste ou avocate. Donc, c'est un profil encore un peu particulier. Je voulais je voulais être journaliste à la base. Donc, je me suis dit que faire du droit et du droit anglais, c'était intéressant pour avoir un socle solide en termes de culture générale. Et en fait, j'ai quand même bien aimé cette matière-là, donc j'ai continué pendant 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, j'étais aux Pays-Bas, j'ai fait un peu de recherche dans les droits de l'homme et ça commençait quand même bien à me plaire. Je n'ai pas pu rester aux Pays-Bas, malheureusement, sinon j'y serais bien restée. Et j'ai répondu à une annonce sur Village de la Justice, que vous connaissez peut-être, qui est un site sur lequel moi-même je mets mes annonces aujourd'hui pour communiquer sur les offres que j'ai de mes clients. Et j'ai intégré un cabinet de chasse de tête, déjà parce que le nom, je trouvais ça assez marrant. Chasseur de tête, ça fait un peu aventurier. Et puis, je me suis dit que j'allais pouvoir voir l'autre côté du marché pendant un petit temps et me décider sur ce que j'allais faire ensuite. Et en fait, contre toute attente, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce métier. Parce que ça me permettait en tout cas d'évoluer toujours dans cet écosystème juridique qui finalement me plaisait. Alors j'étais arrivée un peu là par hasard au début de mes études. Et puis parce que c'est un métier de contact, on rencontre des gens tous les jours et qu'on peut conseiller, qu'on peut accompagner, que ce soit côté client et côté candidat. Et finalement, vous voyez, ça fait 13 ans que je fais ce métier-là et je n'ai pas vu ces 13 années passer. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait ce choix un peu par hasard à la base. Et Lucie, ça me permet de rebondir sur votre question. À quoi on sert très concrètement en métier que moi, je ne connaissais pas sur les bancs de la fac. Je n'en ai jamais entendu parler avant de répondre à cette annonce. Donc, c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous durant les études. En fait, mon métier, c'est vraiment d'accompagner des entreprises ou des cabinets d'avocats pour recruter des profils très spécialisés en droit et en fiscal. Alors, pour ma part, moi, je suis vraiment que côté entreprise. Donc, c'est là que le côté passage aussi de l'avocat à l'entreprise va être intéressant aussi parce que moi, je n'interviens que côté entreprise et plus spécifiquement pour l'industrie et les services. Et alors, qui fait appel à nous? Moi, je vois en entretien, en fait, tout type de juriste, tout type d'avocat qui veulent passer côté entreprise et toute seniorité. Donc, je reçois des personnes qui vont de 0 à 35 ans d'expérience. Donc, déjà, c'est très riche. Et on a vraiment, et ça je dis on parce c'est le cas aussi de mes collaborateurs, un souci d'accompagner chaque juriste, chaque avocat à tout leur stade de leur carrière. Et on en a beaucoup en fait qui n'ont pas encore décidé de changer, mais qu'on va recevoir en entretien en amont. Parce que notre métier, c'est ça, en fait, c'est les conseiller. Soit c'est parce qu'ils ont vraiment décidé de changer, parce qu'ils n'en peuvent plus là où ils sont, soit parce qu'ils commencent à s'interroger, soit parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe sur le marché. Et ça, à tout niveau de seniorité. Voilà un petit peu comment Merci beaucoup, j'accompagne les Audrey. juristes. Je pense que de ce que je comprends, moi je ne suis pour le moment que stagiaire parmi les avocats, mais je vais cru comprendre que les avocats étaient très souvent sollicités par les chasseurs de tête. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a régulièrement en fait face à elle des personnes qui passent des entretiens pour passer d'un monde à l'autre. Car j'imagine que même n'ayant pas le statut d'avocat, et je pense que Suzanne pourra aussi partager son expérience à ce sujet-là, chaque métier est différent avec des attentes différentes et on peut se faire aussi des idées en fait sur la profession qu'on souhaiterait rejoindre ou qu'on souhaiterait quitter. Et c'est aussi pour avoir cet œil externe, déjà non Sciences Po, parce que ça peut faire la différence, mais aussi qui n'est pas forcément dans la profession d'avocat ni dans la profession de juriste. C'est un conseil en fait, c'est toujours utile. Et donc, Audrey, on reviendra avec vous juste après en fait, ce que va nous partager Marie au sujet, elle, en fait, de son passage dans un autre monde. Donc, Marie, je m'adresse à toi. Qu'est-ce qui t'a décidé en fait à raccrocher la robe? Et maintenant, surtout, que fais-tu? Déjà, que fais-tu maintenant? Le suspense est à son compte. Et en fait, qu'est-ce qui t'a mené à ce changement et comment ce changement fait par étapes? Voilà, the floor is yours. Alors moi, actuellement, je suis juriste. Je suis juriste unique dans une start-up qui s'appelle Califray et qui intervient notamment sur le marché de Rungis.
Comment j'en suis arrivée là? Le fait de changer, enfin le fait de quitter ma la collaboration où j'étais, c'était une réflexion plutôt de long terme. C'était une décision que j'avais prise déjà depuis plusieurs mois et je m'étais décidée à faire autre chose. Donc j'avais un peu deux choix à titre personnel qui se faisaient devant moi. C'était soit je me mettais à mon compte, qui était un peu la voie naturelle, soit je changeais et si je changeais, j'étais plus il n'était pas question pour moi de changer mon cœur de métier qui était le droit. Donc, si je changeais, c'était plus pour m'orienter vers un métier de juriste. Du coup, j'ai bien pesé les pour et les contre. Me mettre à mon compte pour plusieurs raisons, j'ai décidé de ne pas le faire. C'était pas le bon moment pour moi en termes de vie perso notamment. Je me le sentais pas et enfin je le sentais pas. Donc j'ai un peu mis de côté cette option avec regret parce que j'accompagnais quand même des clients perso depuis plusieurs années. Donc c'était pas une décision facile à prendre, mais une fois que je l'avais prise, en parallèle, j'ai passé des entretiens avec plusieurs startups, etc., etc. J'ai été recrutée par un de mes anciens clients perso, le fameux Califray que je conseillais déjà depuis 1 ou 2 ans. Ce que j'en retiens de ce passage, de cette transition, c'est que d'une part, pour moi, c'était très important de faire des dossiers perso et de manière générale de faire autre chose que de la collaboration. Donc, typiquement, de faire des permanences pénales. J'ai aussi monté un podcast avec une copine qui s'appelle Charlotte, qui, elle, est avocate, qui est aussi une ancienne de Sciences Po et qui, elle, est à son compte déjà depuis quelques années. Et en fait, toutes ces activités-là, moi, ça m'a vraiment permis de mieux préciser, de mieux calibrer ma recherche, en fait. Donc, moi, j'étais pas du tout dans un changement radical de profession, mais j'étais plus en train de me dire, OK, là, ça fait 7 ans que je suis collaboratrice. Mes perspectives au sein du cabinet dans lequel je suis actuellement sont pas celles que je souhaite pour ma vie future. Qu'est-ce que je fais, quoi, et qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux travailler, quelle est la forme que mon travail doit prendre, quelle forme je souhaite lui donner, et dans quelles conditions je veux travailler, et avec quelles conséquences, avec quel impact. Et donc, toutes ces décisions-là, j'ai pris un peu de temps à les mettre en forme, mais moi, de mes réflexions, il s'en est sorti plusieurs choses. Il s'en est sorti d'abord que dans le cadre de mes dossiers perso, je travaillais vachement avec des startups, que j'avais envie de travailler dans ce cadre-là, ça me plaisait bien. Mes dossiers perso, c'était l'occasion en fait de choisir entre guillemets mes clients. Et ces clients-là, j'aimais bien travailler avec eux, j'aimais bien travailler pour eux, j'aimais bien leur projet. Donc, je me suis assez vite dit que je voulais continuer dans ce secteur-là. Je me suis aussi vite rendu compte que de par mon statut de collaboratrice senior, j'avais quand même beaucoup d'autonomie dans mon travail. Du fait de faire beaucoup de dossiers perso, j'avais aussi énormément d'autonomie et qu'il n'était pas question pour moi de lâcher cette autonomie. Du coup, ça impliquait de trouver une structure dans laquelle j'ai un rôle très autonome, donc un rôle avec potentiellement un rôle de juriste unique, potentiellement un rôle en fait de création de la fonction juridique. Donc ça, j'évacuais du coup toutes les options en fait ou de rentrer dans un département juridique déjà constitué, ça m'intéressait moins. Et puis enfin, comme tous, j'avais aussi une vraie question d'alliance de ma vie pro avec ma vie perso. J'ai certaines contraintes de vie personnelle, notamment je ne vis pas à Paris, moi je vis à Nantes depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, il fallait que je trouve une entreprise qui me permette de continuer ce rythme-là. Et enfin, ce que j'avais un peu retenu de mes réflexions et de mes années de collaboration et surtout de mes années de side project à ma collaboration, c'est que moi, ce n'est pas tant le droit qui m'intéressait dans tout ça. Alors ça peut paraître très bizarre de le dire comme ça, mais moi, je ne suis pas une fan en fait des questions juridiques pointues, du droit théorique, ça ne m'intéresse pas trop. Et ça, c'est au bout de 6-7 ans, je me suis fait cette réflexion en disant, mais en fait, moi, je faisais de la propriété intellectuelle du coup sur des contentieux un peu élevés. Moi, vous me passez des heures et des heures sur un dossier, savoir si la marque elle est distinctive, elle est nulle, etc., et à étudier des tonnes de jurisprudence. Je trouve ça intellectuellement très riche. Mais en fait, au bout de 7 ans, j'avais un peu fait le tour, quoi. Je m'étais dit, bon, ok, super, sympa, mais moi, en fait, c'est pas trop ça qui me fait vibrer. Je trouve ça intéressant et tout, je trouve ça top, mais là, je sais pas si j'en avais marre ou pas, mais voilà, j'arrivais un peu à un point où je me disais, là, maintenant, je veux faire autre chose et je ne veux pas parler de droit de manière hyper spécifique, hyper pointue, hyper théorique toute la journée. Ce que je veux, c'est avoir de l'impact,
faire des choses hyper concrètes, trouver des solutions pour des gens et trouver des vraies solutions, quoi. C'est pas genre prendre des mémos de 6 pages, facturer je sais pas combien de milliers d'euros, qui sera lu en diagonale et qui sera synthétisé par un juriste pour la direction générale au bout de 3 semaines. Donc, dans ma recherche de travail, dans ma recherche de reconversion, j'avais aussi vraiment ce critère d'impact. Je voulais vraiment un job à impact. Impact, alors j'aime pas trop ce mot, c'est un peu un anglicisme, mais j'ai pas trouvé mieux, désolée. Quand je dis job à impact, c'est que, en fait, en tant que juriste dans une boîte, je veux vraiment être là pour participer aux décisions stratégiques. C'est-à-dire que j'ai cherché un job où je pouvais avoir un rôle un peu plus crucial, donc avec des possibilités, d'une part, de ne pas forcément être sous quelqu'un. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux, mais c'était vraiment une partie importante de ma recherche. J'ai un peu mis mon ego au bon endroit, me dire, mais en fait, Marie, si tu es sous une head of legal qui rapporte au CFO, qui rapporte au CEO de ta boîte, ça va un peu t'emmerder. Donc, du coup, il ne faut pas faire ça. Je vais trouver un job de juriste unique où la fonction juridique est en train de se construire, où j'ai des perspectives d'évolution vers des postes de head of legal ou VP legal ou ce qu'on veut, où à la fin, j'aimerais bien pouvoir être au CODIR ou au COMEX, enfin bref. Vous voyez, un truc qui en fait me booste aussi dans cette vision là de l'entreprise et me dire voilà, moi je veux être les mains dans le cambouis et je veux participer aux décisions stratégiques et je veux avoir un impact sur la boîte, quoi. Donc voilà, je suis partie avec tout ça en me disant allez, je vais trouver un job autour de ça. Évidemment, donc j'ai passé différents entretiens, etc. Là, depuis le mois d'octobre, je suis chez Califray, du coup, qui sont d'anciens clients perso que j'avais accompagnés depuis un moment. Alors, je ne sais pas du tout si mes objectifs que je me suis mis cet été vont se retrouver dans mon métier. J'en sais rien, mais voilà, j'ai déjà réussi à faire en sorte d'avoir une place un peu, qui me permet peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs années, à atteindre ces objectifs-là, je l'espère. À l'heure actuelle, avec 3 mois d'expérience, je pense que je ne me trompe pas à ce stade, mais on n'en sait rien. Et voilà, qui vivra verra. Mais pour essayer d'être synthétique, moi je pense que le fait d'avoir fait des activités en parallèle, et notamment des dossiers perso, ça m'a énormément aidé à bien définir ce que je voulais, et notamment parce que dans mes recherches d'emploi, je pense que j'ai quasiment pas parlé en fait de ma collaboration. En fait, ça les intéressait pas, les boîtes qui voulaient me recruter. Pourquoi ça les intéressait pas? Parce que entendre un collaborateur qui dit moi ça fait 7 ans, voilà, je travaille sur des gros dossiers en anglais, sur des gros contentieux. Bon, moi, dans mon secteur, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Enfin, moi, je fais beaucoup de tech, de data, de contrats, de B2B, voilà, très, très commercial. Ce qu'ils veulent, c'est pas ça, quoi. Et moi, non plus, c'était pas non plus ça que je voulais vendre. Moi, je voulais dire que j'étais orientée business, que je trouvais des solutions, que j'étais très pragmatique, que j'avais des idées pour rendre le droit accessible, pour faire du juridique un outil de prise de décision. Et donc, je me suis basée quasi exclusivement sur mes expériences de dossier perso, où là, en fait, j'ai été une avocate avec des petites structures beaucoup plus proches du business et proches du concret, proches de l'activité. Donc, ce dont j'en retiens, moi, c'est très personnel comme expérience, mais ce dont j'en retiens, c'est je trouve qu'il faut absolument faire du perso, parce que c'est hyper enrichissant, parce que ça permet aussi de voir ce que c'est en vrai la vie d'un avocat à son compte. Avant cette recherche d'emploi, je me suis aussi du coup vraiment posé la question de comment on trouve des clients, comment on les fidélise, comment on en vit. J'avais quand même sur 7 ans des moyennes de chiffre d'affaires, de dossiers perso. Je voyais très très bien ce que ça pouvait donner de faire que ça. J'avais une bonne idée de ce que c'était d'être à son compte déjà, et j'avais aussi une bonne idée des difficultés, et j'avais aussi une bonne idée des petites lacunes que moi j'avais de mon côté pour mettre à mon compte. Et et ça m'a aussi vachement orienté dans mes choix de reconversion. Et clairement, ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé dans ma recherche d'emploi, d'avoir des expériences variées, d'avoir... voilà. Mais ça, je pense que ça dépend vraiment de la manière dont on collabore en grand cabinet. Vraiment, merci Marie, parce que là, c'était vraiment très complet. Et je retiens 2 choses. Déjà, vraiment bien se connaître soi-même, et aussi se rendre compte des besoins de l'entreprise et des personnes en face de nous, qui sont 2 choses parfois un peu différentes qu'on peut arriver ou pas arriver à faire. Et ça me permet de me retourner vers Audrey
pour deux choses. Déjà, comme là, vous l'avez entendu, Marie elle nous a expliqué qu'elle avait cerné, elle, ce dont elle avait besoin, les contraintes qu'elle avait, le changement qu'elle avait envie de mettre en place. Vous, Audrey, les juristes qui viennent vous parler, en fait, quels sont leurs besoins? Est-ce que ça ressemble au discours que Marie a? Est-ce qu'il y a d'autres discours que vous entendez? Et ensuite, je pense que comme moi, vous avez relevé ce que Marie a dit au sujet des attentes des entreprises qui ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'un collaborateur peut présenter de prime abord en disant voilà, je fais ça tous les jours, et l'entreprise dit ah oui, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin. Je pense que vous avez sans doute des choses intéressantes à nous dire sur ces questions-là. Je vous en prie. Oui, mais je retrouve beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Marie, pour le coup, juste précédemment. Il est vrai que il y a des gens qui viennent me voir, mais je vais aussi beaucoup voir les gens, aller les chasser, comme on dit dans notre jargon de chasseurs de tête. Donc, il y a des personnes voilà, qui vont être soit à l'écoute, soit pas à l'écoute du marché. Mais ce qu'on a à proposer, voilà, que ce soit à mes clients ou à les candidats que je suis, c'est justement un conseil, parce que j'ai beaucoup de chance, c'est qu'à défaut de pratiquer comme vous tous ou qui attendent de devenir d'être avocat ou juriste, c'est voilà, moi j'ai une vision quasi exhaustive en tout cas, et j'ai pas la prétention d'avoir l'exhaustif pour le coup, pas encore, mais en tout cas je vois énormément de gens et du coup je sais ce qui se passe sur le marché, je sais ce que les entreprises veulent, je sais aussi ce qu'elles ne veulent pas. Et ça me permet vraiment d'avoir une vision assez globale de la rémunération, des évolutions possibles, des perspectives. Et c'est là où mon travail est intéressant, c'est que toutes ces personnes que je vois en entretien, je peux leur donner des conseils et leur dire, voilà, ça c'est possible, ça va être compliqué, ou au contraire avoir des idées un peu différentes. Et là, j'ai un exemple qui me vient en tête, et Marie, ça rejoint un petit peu à ce que tu disais sur la tech, justement, c'est que je me souviens avoir reçu comme en entretien une avocate, 7 ans d'expérience aussi, donc à peu près comme Marie à l'époque, quand tu as changé, et elle avait envie de passer côté entreprise. Elle m'a dit, je veux aller dans un grand groupe, absolument. J'ai envie d'avoir des gros dossiers, j'ai envie de continuer à travailler sur de belles problématiques, des belles choses. Et elle m'a aussi parlé d'autonomie, elle m'a aussi parlé voilà, de process un peu plus raccourcis, etc. Je la voyais à l'entretien pour un poste dans un grand groupe, et on a convenu ensemble que ça n'allait pas le faire, voilà, parce que finalement, ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle voulait. Et puis, ce n'était pas le parfait match pour mon client. Et puis, à l'époque, j'avais justement une création de poste de responsable juridique pour une start-up. Ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait. Et j'en ai quand même parlé, parce que j'ai senti dans son discours qu'elle avait une vraie volonté d'impacter, justement, d'être vraiment très opérationnelle, de faire carrément autre chose que ce qu'elle avait l'habitude de faire. Elle avait du contentieux dans un gros cabinet américain et elle allait être amenée à juste travailler sur totalement autre chose, à se former. Et comme vous le savez tous ici, en droit, on est quand même bien formé à aller chercher et à aller creuser, etc., sur plein de choses différentes, et notamment des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est justement ce que j'ai proposé de faire chez mon client. Et je lui ai dit, voilà, allez-y, allez voir le fondateur. Au pire, vous aurez passé une heure sympa avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il est très sympa, vous verrez. Au mieux, ce sera une belle rencontre. Et ça a été une belle rencontre, justement. Et nous, on sert à ça en tant que chasseur de tête. C'est une vision un peu idyllique de mon métier, hein, pour le coup, qui est celle de se faire rencontrer des gens, pour le coup, des candidats qui sont plus ou moins à l'écoute du marché et des entreprises qui cherchent la perle rare. Et pour moi, il n'y a pas de match parfait, mais il y a des matchs qui, du coup, parfois peuvent se faire avec des rencontres. Et c'est vraiment une question voilà, de matching de personnalité. Et puis, au bon moment. C'est parce que c'est aussi une question de moment. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'il y a des entreprises qui vont en fait chercher des profils extrêmement particuliers, avec une compétence très particulière, 5 ans en M&A ou en corporate, 10 ans ou 15 ans en fiscalité ou sur des data privacy. Voilà. Ça peut être des entreprises de la tech, mais ça peut être aussi des groupes du CAC 40 avec lesquels je travaille, qui cherchent parfois des profils très précis, très particuliers, mais avec toujours un focus aussi important sur les soft skills, le savoir-être, voilà, donc ce que vous dégagez au-delà d'être juste un bon technicien. Et la plupart du temps, et heureusement, à un profil équivalent ou à un profil qui va être un tout petit peu moins compétent sur la partie technique, la plupart des entreprises vont préférer le profil qui a le bon matching avec la personnalité qui va bien à ce moment-là pour cette entreprise-là. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais candidats. Il n'y a pas de gens nuls. Bon, à part, il y en a qui sont un peu moins bons en droit, donc c'est vrai. Mais il y a souvent le bon match avec la bonne entreprise au bon moment.
Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que, Marie, tu le disais sur la partie tech, et je le vois bien, je travaille aussi beaucoup avec des startups. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la personnalité et ce qu'ils vont voir, ce qu'ils veulent les fondateurs, qui la plupart du temps ne sont pas juristes ni avocats. Ils veulent quelqu'un qui vont avoir une vision très concrète du business, qui va leur apporter des solutions, qui ne vont pas leur pondre des notes de 40 pages, comme on entend souvent. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Ils veulent voir est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble, à trouver des solutions pour le business, et pas que la personne soit une personne qui empêche le business de tourner et d'aller contre la volonté du dirigeant et contre sa vision. D'accord, c'est très clair. Et pour finir sur ce point, j'aimerais savoir, Audrey, peut-être des conseils. En fait, je pense que changer de profession, ça n'a pas l'air simple. Même quand on est déterminé, je pense, Marie, à mon avis, il a dû avoir pas mal de réflexions, penser un peu partout, dans le métro, dans la salle de bain, toujours y penser. Quel est l'état d'esprit, Audrey? Des conseils sur l'état d'esprit, le positionnement que devrait avoir une personne pour que cette reconversion, cette réorientation se passe bien. Pas forcément qu'en fait on trouve un travail dans les 2 mois, mais au moins que ça ne soit pas un chemin de croix en fait. Quel état d'esprit pour que les choses se passent bien? Alors, c'est mieux, c'est quand c'est pas subi de passer côté à cabinet d'avocat en entreprise. Je reçois beaucoup des avocats en entretien qui n'en peuvent plus en fait de la profession parce qu'ils sont fatigués, vraiment au bout du rouleau. Alors, si c'est possible d'arriver dans une démarche de recherche un petit peu avant, c'est mieux. Après, on choisit pas toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je vois après coup, c'est que les transitions qui se passent le mieux, c'est quand les avocats, du coup, ont vraiment pris conscience que c'est un métier différent. Être avocat et juriste, c'est du coup pratiquer le droit, mais d'une manière différente. Donc déjà, c'est une première chose moi, que je vais vérifier auprès des candidats que je présente à mes clients. C'est voilà, est-ce que vous avez vraiment pris conscience que ce sera une démarche particulière? Ça va demander quand même il y a un temps d'adaptation et que ce sera vraiment différent. Alors, quand on passe dans un groupe du CAC 40 avec quelque chose de très processé, des équipes de plusieurs dizaines de personnes ou être juriste unique, c'est vrai, dans une société, c'est encore différent. Mais déjà, c'est une première chose. Ensuite, c'est vraiment réfléchir à pourquoi on a envie de changer et qu'est-ce qu'on veut trouver. Parce qu'en effet, si on va dans un groupe du CAC 40, quelque chose de très processé, il y a des grandes chances que vous soyez sur un petit bout de droit pour le coup. Mais ça peut être très, très bien. Enfin, là, je me souviens d'un recrutement que j'avais fait il y a quelques années d'une personne qui était en fusion-acquisition dans un grand cabinet anglo-saxon. Il avait extrêmement envie de passer côté entreprise. Il savait que ça allait être un petit peu dur parce que ce serait différent. Et quand j'ai fait son suivi d'intégration, j'ai bien aimé sa réponse qui m'a dit en fait, je travaille autant, parce que là, le M&A est quand même une matière très, très prenante en termes de temps. Encore plus que d'autres. Et lui me disait qu'il travaillait autant, mais l'avantage, c'est qu'il travaille pour un seul et même client, qu'il avait une diversité de dossiers impressionnante et qu'il était heureux de pouvoir travailler justement et de voir les dossiers de A à Z, ce qui peut être assez frustrant pour certains avocats que je rencontre en entretien, qui parfois travaillent sur un petit bout de dossier et ne vont pas à la suite et ne savent pas ce qui se passe. Et puis aussi avoir conscience quand on est avocat que si on passe côté entreprise, il y aura une vraie prise de décision. C'est-à-dire que là, on ne va pas vous demander de conseiller, mais on va vous demander de décider. Alors, in fine, ce n'est jamais le juriste qui décide, mais il y a quand même derrière des opérationnels qui décident encore plus, mais il faut se positionner. Et puis aussi, ne pas être frustré parce que toutes ces recherches, je parlais des 40 pages du coup à rédiger, etc., il va falloir quand même rechercher, en fait, et évidemment trouver la solution juridique, mais ne pas être frustré parce que la personne que vous conseillez, ça va être les opérationnels, ça va être le directeur commercial, ça va être le directeur marketing, ça va être toutes ces personnes opérationnelles au sein d'entreprise. A priori, s'en fiche un peu en fait de votre raisonnement juridique, ce qui peut être un peu frustrant quand on a fait beaucoup de 5 ans ou 7 ans de droit, qui peut être frustrant quand on a fait des heures de recherche derrière, et de juste devoir donner la réponse, ça peut être un peu frustrant. Mais ça peut être aussi très gratifiant d'avoir justement cette prise de décision et de participer vraiment au business de l'entreprise, encore plus quand on est côté entreprise. D'accord, merci beaucoup Audrey. Avant de passer à Bérangère pour qu'on écoute aussi son parcours, je voulais savoir, Suzanne, si tu voulais partager, toi, par rapport à ton parcours, s'il y a des choses qui ont été dites sur lesquelles tu voudrais rebondir, la manière dont ça s'est passé pour passer déjà dans ta première carrière, puis ensuite le changement de carrière que tu as eu récemment. Je t'en prie. Alors moi, c'est peut-être un peu différent parce que je ne suis pas restée avocate longtemps, je suis partie vraiment très vite. Et pour des raisons qui n'ont pas forcément été évoquées jusqu'à maintenant, en fait, moi, c'est beaucoup l'ambiance et le management des gros cabinets d'avocats d'affaires qui m'a dégoûtée, en fait, de la profession.
parce que, voilà, je me suis vraiment retrouvée à plusieurs reprises. Donc, je pense que ce n'était pas non plus un cas isolé à un instant T, parce que c'était plusieurs personnes différentes à plusieurs moments, face en fait à des associés qui pratiquaient une forme de harcèlement moral très clairement, le tout sur des horaires qui sont quand même extrêmement denses. Donc, quand on termine à 23h30, minuit tous les jours et que derrière, des questions de double espace ou vraiment des petites choses prennent des proportions assez folles, en fait, vraiment, oui, je me suis interrogée. En fait, la première fois, on se dit, bon, c'est peut-être un cas isolé, c'est peut-être avec telle personne, la personne est un peu psychorigide, bon, voilà, ça va passer. Mais quand ça devient une sorte de système, c'est vrai que là, je pense que c'est un peu plus gênant. Moi, ça a commencé en tant que stagiaire avocate. Et en fait, c'était pas que moi. Enfin, je voyais clairement d'un moment quand les stagiaires ressortaient en pleurant une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines du bureau d'un collab ou d'un associé, c'est quand même un peu problématique, surtout que j'avais fait des stages avant dans des entreprises où ça se passait pas du tout comme ça. Et ensuite, pendant ma première collaboration, j'ai quand même eu un cas que je pourrais aujourd'hui qualifier de harcèlement moral d'un associé qui, mais pour des choses extrêmement stupides comme me faire refaire un compte-rendu de réunion interne 25 fois alors que seul lui-même allait le lire parce qu'il changeait d'idée sur la structuration du plan du compte-rendu. En fait, voilà, je me sentais épuisée et au final, à me dire, en fait, tout ça, ça sert à quoi? Parce qu'effectivement, on est très bien payé, en tout cas dans ce type de structure, mais est-ce que ça doit tout excuser? Est-ce que ça excuse le fait d'avoir 0 temps libre et d'être en permanence sous pression? Et là où j'ai l'impression que c'est pas qu'une expérience personnelle, c'est que déjà, quand j'ai démissionné de ma collaboration, l'autre collaborateur qui était arrivé en même temps que moi est parti la semaine suivante. Et ils ont recruté une autre fille, entre guillemets, pour me remplacer, qui a tenu à peu près 2 mois avant de partir aussi. Donc voilà, c'était pas juste, disons, une incompatibilité de personnalité. Et suite à cette expérience, j'avais écrit un article dans le Huffington Post pour voilà, raconter un petit peu mon expérience et pourquoi je quittais la robe aussi rapidement. Et suite à la publication de cet article, j'ai vraiment reçu des centaines de messages de gens qui me disaient « mais on a envie de faire la même chose, c'est incroyable, j'ai reconnu mon expérience dans tes mots, c'est fou ». Et du coup, moi aujourd'hui, j'ai quand même, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que ça fait 5 ans, mais bon, je pense que les choses n'évoluent pas radicalement en 5 ans, mais qu'il y a quand même vraiment un problème dans cette profession où beaucoup de gens se sentent très mal et travaillent voilà, énormément, sans beaucoup de reconnaissance, avec une pression et souffrent d'un réel mal-être. Donc moi, en fait, c'est pour ça que je n'ai pas eu envie de rester davantage et je me suis dit, en fait, j'ai 25-26 ans, j'ai fait autant d'études, voilà, je passais des concours ou des examens difficiles, c'est pas pour être en fait malheureuse chaque jour. Et je pense qu'il y a moyen d'être plus épanouie dans une atmosphère plus bienveillante dans d'autres secteurs. Et c'est ce que j'ai retrouvé justement à la direction de la sécurité sociale, où ça reste exigeant, hein. Voilà, on travaille, c'est exigeant, c'est difficile, mais derrière, il y a un management bienveillant, il y a une convivialité et on se sent pas mal tous les jours. Donc, 0 regret d'être partie. Et voilà un peu ce que je peux dire en ce qui me concerne de mon expérience. Je pense qu'elle n'est pas universelle, mais qu'on est quand même un certain nombre à l'avoir vécue. Et donc là maintenant, si pour les autres, parce que moi je connais, mais du coup pour les autres, donc tu n'es plus à la direction de la sécurité sociale, tu es maintenant au conseil, ce qui est assez rare finalement, donc il y a aussi la possibilité d'être dans le conseil. Donc je t'en prie 1 minute et ensuite on passe à Bérangère. Oui, aujourd'hui, en fait, je suis restée dans le secteur sur lequel je me suis un peu spécialisée pendant 4 ans à la direction de la sécurité sociale. Donc, je suis dans un cabinet de niche qui traite qui travaille avec des clients sur le secteur de la protection sociale et je suis consultante. Voilà, de manière assez classique. J'ai commencé au mois de janvier, donc c'est un peu tôt pour faire un bilan, mais voilà, oui, effectivement, comme quoi, après le droit, on peut faire beaucoup de choses et pas que avocat. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Oui, je t'en prie, Morgane. Oui, on merci. verra en fonction, parce que j'aimerais bien que Bérangère puisse parler, en fonction du contenu de ta question, on verra comment on la pose. Mais je t'en prie. Oui, c'était juste, je voulais savoir comment est-ce que j'ai oublié votre prénom. Moi?
Suzanne, oui. Suzanne, excuse-moi. Excusez-moi. Donc oui, je voulais juste savoir comment est-ce que vous présentez ces expériences quand vous en parlez, parce que là, on est entre nous, mais quand vous faites des entretiens ou bien vous postulez, comment est-ce que vous en parlez? Parce que ça peut ne pas paraître très... voilà. Alors, j'en parle. Déjà, on me pose toujours la question en entretien, pourquoi vous n'avez pas continué à être avocate? Ça, je pense que dans 100% des entretiens que j'ai eus, on m'a posé la question. Et en fait, je dis plus ou moins la vérité. Enfin, je dis que c'était une expérience formatrice, que je ne regrette pas, parce que j'ai appris une certaine manière de raisonner, une rigueur, etc. Mais que, en fait, c'était l'atmosphère des cabinets d'avocats, la pression qui m'ont poussée à partir. Et après, ce que je fais, parce que j'ai travaillé dans la protection sociale, c'est qu'après, j'oriente un peu en disant que j'avais aussi envie d'une profession plus généraliste et avec un axe tourné vers l'intérêt général. Et que c'est pour ça aussi que je suis allée dans l'administration. En disant, oui, j'étais en cabinet d'affaires, donc ce qui comptait, c'était le profit des entreprises qu'on défendait. Et à un moment, il y a eu un peu l'appel de l'intérêt général qui m'a poussée à changer, avec aussi une perspective plus généraliste dans la manière de travailler. Donc, c'est comme ça que je le présente de manière positive. Mais voilà, ça peut m'arriver quand même de dire que ça ne m'a pas plu. Et en général, ça passe bien parce que c'est sincère et que ce n'est pas non plus présenté comme un truc catastrophiste où j'arrive pas, comme en psychanalyse, à dire voilà, c'est terrible, mais voilà, il y a des choses positives et il y a eu envie de changer pour ces raisons-là. Donc voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, last but not least, Bérangère. Merci beaucoup d'être parmi nous. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Que fais-tu aujourd'hui après ta carrière en corporate M&A pendant 4-5 ans? Pourquoi cette nouvelle voie? Les phases de transition, où en es-tu? Est-ce que tu aurais des conseils et des recommandations pour les personnes qui, comme toi, ont décidé de passer à autre chose, au moins pour une prochaine étape? Voilà, je t'en prie, et tu as au moins jusqu'à 13h20. Donc, fais-toi plaisir. D'accord, merci beaucoup. Alors effectivement, moi, c'est un petit peu différent aujourd'hui parce que depuis décembre 2020, j'ai demandé une omission du barreau. Et depuis, j'ai totalement raccroché la robe, le corporate, le droit, puisque j'ai suivi une formation pour devenir boulangère et que je suis aujourd'hui diplômée donc, en boulangerie spécialisée en bio et au levain, et que je porte un projet pour créer une boulangerie dans un village dans les environs de Grenoble où je vis aujourd'hui. Et donc en pratique, j'ai vocation à devenir à la fois chef d'entreprise et boulangère. Comment est-ce qu'on passe de corporate dans des gros cabinets à boulangère dans les Alpes? C'est un cheminement assez long et c'est une réflexion très personnelle. Donc, je rejoins ce qui a pu être dit auparavant, même sur un changement au niveau d'une autre carrière juridique. C'est vraiment important de se connaître soi-même et ce qui va convenir à une personne ne conviendra pas forcément à une autre. Mais en tout cas, il y a des mécanismes de réflexion ou des cheminements qui peuvent être similaires et ensuite orientés sur une voie tout à fait différente. Moi, pour résumer rapidement mon cheminement, qui s'est étalé sur plusieurs années, on va dire qu'il y a 3 raisons principales qui m'ont poussée à faire ce changement et qui sont venues finalement par ordre un petit peu chronologique et l'une à chaque fois a entraîné une réflexion un peu plus poussée sur l'autre. La première, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, le rythme en cabinet d'avocat ne me convenait plus forcément. Le cadre de vie aussi parisien ne me convenait plus forcément. J'avais envie d'un autre mode de vie, d'un autre cadre de vie qui a été un besoin très accentué après la naissance d'un enfant aussi. Et donc une envie de quitter Paris et d'aller s'installer plus proche des montagnes dans les Alpes. Et à ce stade de ma réflexion, je pensais simplement que j'avais d'ailleurs rencontré des chasseurs de tête et que j'allais devenir juriste ou avocate quelque part dans les Alpes. Et dans ma tête, c'était réglé. Sauf que quand je suis allée un petit peu plus loin dans ces processus de recrutement et de recherche, je me suis rendu compte que c'est ce que je mettais finalement sur le dos de Paris ou des rythmes des cabinets parisiens, c'était beaucoup plus large que simplement le rythme de vie ou le cadre de vie, et que c'était un malaise beaucoup plus global sur ce que je faisais au quotidien, à savoir du corporate, du M&A, le fait de faire du droit des affaires.
et qu'en fait, c'est ce business as usual qui est en vigueur dans les cabinets qui m'insupportait le plus. Parce que, depuis, après, c'est très personnel aussi, mais depuis quelques années, on va dire que j'ai une conscience environnementale, sociale, politique qui s'est développée et est arrivé à un stade où, en fait, on se rend compte d'à quel point on est en dissonance totale au quotidien et que parler de l'actualité qui fait extrêmement peur à la pause, puis ensuite se dire « Ah non, mais il faut que j'aille faire des choses sérieuses, il faut que j'aille m'occuper d'un dossier de fusion, d'intéressement de dirigeants, de complément de prix, jusqu'à pas d'heure, rentrer, je veux dire, appeler la nounou pour qu'elle reste plus tard, ensuite mal dormir parce qu'on ne sait plus si on a pensé à telle ou telle cause. » Alors qu'en fait, dans l'absolu, c'est des enjeux qui sont ridicules par rapport à ce qui nous semble vraiment important au quotidien. Et quand on réalise que ce pourquoi est-ce qu'on passe autant d'énergie, c'est un boulot qui est en fait pas du tout cohérent avec nos valeurs et ce qu'on voudrait faire au quotidien et l'impact qu'on voudrait avoir dans la société, c'est pas évident de s'en rendre compte parce que voilà, ça met un peu, c'est un malaise finalement une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a un gros problème. Mais le jour où finalement vous ouvrez les yeux et vous dites « Ah oui, ok, là j'ai un vrai problème », moi ça a été le déclic. Je me suis dit « Il faut que je quitte le droit des affaires, je peux pas continuer. Je peux pas continuer comme ça me gêne trop au quotidien. » Et d'ailleurs, je trouvais plus beaucoup... je faisais mon boulot, mais j'avais vraiment du mal à y trouver un intérêt, à m'intéresser aux questions des clients parce qu'ils étaient sympathiques en termes personnels, mais sur les enjeux, je trouvais ça absolument ridicule. Après, sur la suite à donner à cette prise de conscience, là encore, c'est une décision très personnelle parce qu'il y a eu de multiples voies possibles. Parce qu'une fois que vous vous dites « je vais faire autre chose », tout est possible en fait. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Et je ne vous cacherai pas que j'ai envisagé beaucoup de choses. Au début, plus proche du droit finalement, parce que c'est rassurant. Et finalement, pareil, au bout de ce cheminement, c'est ce questionnement de tester aussi, de passer des entretiens, se rendre compte qu'en fait, ça ne va pas. Prendre vraiment la décision d'aller vers un métier manuel avec une compétence concrète, quelque chose qui soit tangible dans ce monde qui part un petit peu en vrille et qui m'effraie sur beaucoup d'aspects. Et puis, œuvrer dans le secteur alimentaire pour des zones rurales qui sont un petit peu plus dynamiques, essayer de faire quelque chose qui, moi, me semblait vraiment particulièrement concret. Ensuite, sur la phase de transition entre les deux, j'ai envie de dire, il y a une transition qui débute avant même d'avoir changé, c'est celle qui doit se passer dans la tête, justement. Parce que ce qui est très, très dur, je trouve, quand on décide de vraiment sauter le pas pour faire radicalement autre chose, c'est trouver, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et ça, c'est une réflexion en amont, d'arriver à mettre des mots sur le malaise, si malaise il y a, et de trouver ce qui nous plairait d'autre. Et arriver à sortir finalement de cette voie toute tracée devant nous, qui était assez confortable. Et c'est pas évident de se remettre en question après tant d'années d'études, avec un travail qu'on a, où tout se passe très bien dans l'absolu, un travail que potentiellement, pour ma part, une grosse partie de mon cercle d'amis exerçait et exerce toujours, une pression familiale ou amicale, même sympathique, qui se demande si c'est pas juste une petite phase de dépression et que ça va repartir ensuite. Et donc pas évident de prendre un chemin différent, qu'on a été guidé en fait, parce que moi j'ai l'impression rétrospectivement d'avoir été guidée, j'étais bonne élève, voilà, les standards de réussite pour les bons élèves, ça part par là, et de sortir de cette voie toute tracée, de sa zone de confort et de remettre beaucoup de choses en question, parce que ça implique un changement de vie, mais aussi un changement financièrement, c'est plus du tout la même chose, un statut social différent, ça peut faire un petit peu peur. Donc la première transition, c'est vraiment dans la tête, arriver à prendre le temps qu'il faut pour trouver un projet où on se dit ça me fait peur, je ne sais pas trop où est-ce que je vais, mais en fait j'ai quand même envie d'y aller et avoir cette envie qui fait qu'on saute le pas, même si tout n'est pas, tout n'est pas parfait au moment où on se lance. Ensuite, formellement sur la transition en tant que telle, j'ai envie de dire il n'y a pas de règle, parce que ça dépend si vous quittez le droit pour faire un poste, prendre un poste salarié, quel qu'il soit, ça peut être extrêmement rapide. Si on se lance dans une carrière d'entrepreneur, ça dépend à quel point le projet est ficelé au moment de la transition. Pour peu qu'il y ait une période de formation, une période un peu de tâtonnement pour trouver le bon lieu, le bon moment pour créer l'entreprise, ou vous profitez de cette période de transition pour faire d'autres projets personnels, que ce soit un déménagement, un projet familial ou autre, ça peut rallonger.
Moi, personnellement, je suis toujours en transition parce que ce n'est pas juste un changement professionnel, c'est un projet de vie à multiples facettes qui implique effectivement un déménagement, un enfant. J'en profite pour casser pas mal de choses. Et donc, les chronologies sont très différentes d'un changement de poste classique. Après, si je prends encore une minute donc pour parler plutôt des conseils ou des recommandations que je peux avoir. Recommandations, j'ai envie de dire, si le sujet vous parle, vous trotte dans la tête ou vous inspire d'une manière ou d'une autre, écoutez-vous, allez lire, allez écouter le plus de témoignages possible. Il y a notamment un média qui est très sympa sur les reconversions qui s'appelle Les Déviations, qui interviewe plein de profils extrêmement différents. J'ai vu certains anciens avocats, mais des profils très, très radicaux. Et des fois, ça aide en fait à franchir le pas, d'entendre d'autres personnes qui parlent d'eux, qui parlent de leur cheminement et de se reconnaître dans leurs propos. Ça peut aider à avoir ce petit déclic. Ne pas se décourager aussi parce qu'on sort finalement d'une voie qui était toute tracée et c'est long de recréer un chemin où tout roule à nouveau. Souvent, on est inspiré par des gens qui ont fini leur reconversion où tout fonctionne pour eux. Et on peut avoir l'impression que nous, on n'y arrivera pas ou qu'en fait, on n'est pas légitime. Surtout qu'on a été habitué à être surdiplômé, très valorisé dans notre secteur, où toutes les portes s'ouvraient devant nous. Et là, il faut tout recréer un réseau. Donc, ce n'est pas évident. Mais ne pas se décourager et suivre cette petite envie qu'on avait. Et puis, pour finir, j'ai envie de dire, ça rejoint un peu ce que je disais, se faire confiance parce que en tant que juriste de formation, a fortiori diplômé de Sciences Po, on garde quand même, sans se jeter des fleurs à tout l'auditoire, mais quand même une formation solide. Généralement, on est des gens quand même plutôt stables, organisés, structurés, avec un certain capital, si ce n'est économique, mais du moins, on va dire, une habitude d'avoir fait des études, on maîtrise certains codes. Et du coup, c'est quand même des qualités qui peuvent se transférer à quasiment tous les secteurs d'activité, d'autant plus si vous pensez à passer sur l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine. Et c'est à la fois un gage de sérieux pour des interlocuteurs, parce que si vous créez une entreprise, il va falloir parler à des banques, à des bailleurs, à des régions pour avoir des subventions. Et c'est aussi en quelque sorte un filet de sécurité, parce que au pire, si ça ne marche pas, vous aurez toujours ce diplôme de juriste ou d'avocat qu'on ne vous enlèvera pas, et ça fera quelques lignes sur un CV qui paraissent vraiment atypiques, mais qui peuvent être vendus. Et il y a toujours ces compétences et cette formation de base. Du coup, se dire, si nous, on ne se lance pas à faire ce qui vraiment nous trotte dans la tête et fait rêver au quotidien, qui se lancera. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour un changement qui est aussi large, la question à vraiment se poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre au quotidien, qu'est-ce que vous voulez comme vie, et ensuite, tout est possible. Donc c'est ça qui rend la chose un petit peu vertigineuse. Merci beaucoup, Bérangère. Déjà, merci à toutes d'avoir accepté de parler, mais merci aussi de partager des choses plus personnelles qui, parfois, je pense, il y a assez récemment, pouvaient être de l'ordre quasiment du tabou. Et je pense que c'est important et c'est justement le bon côté de ce genre de format. Ça permet de partager des expériences personnelles justement pour s'inspirer les uns des autres. Un peu de la même manière que toi, Bérangère, tu as été inspirée par le podcast Les Déviations que je note et qu'on vous partagera. Je le dis maintenant pour ne pas oublier, on va faire une petite synthèse des échanges qui vous sera envoyée à tous les participants. Et donc, on pourra noter les différents podcasts dans lesquels, soit que les podcasts recommandés ou le podcast de Marie et les podcasts dans lesquels Audrey a pu participer. On a 4 minutes. Je vais demander à chacune, en commençant par Audrey, ensuite Marie, puis Bérangère. Mais Bérangère, tu as déjà dit pas mal. Un mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça peut être un conseil, ça peut être une idée que vous avez eue ce matin sous la douche. C'est très libre. C'est le mot de la fin. Comme je m'y attendais, on n'aura pas le temps pour des questions, mais je pense que vous pouvez chacune indiquer si vous acceptez d'être contacté par les personnes qui ont assisté au webinaire pour continuer à échanger. À mon avis, il y a certaines personnes qui vous contacteront peut-être même juste pour vous dire merci. En tout cas, voilà, je me tais. Audrey, Marie, Bérangère, votre mot de la fin et merci à tous en tout cas jusqu'à maintenant.
Merci Lucie. Moi, c'est plus un conseil que je donnerais dans la prolongation de ce que Bérangère a dit. Alors, plutôt dans l'écosystème du droit que moi, je vais rester, parce que si vous l'avez au-delà, je ne pourrais pas vous aider pour le coup. Mais en tout cas, je trouve avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis que je fais ce métier et que je suis, parce qu'il y a des gens que je suis depuis des années, et j'ai découvert qu'il y en avait une qui était là. Du coup, elle se reconnaîtra, que je voulais citer aussi, c'est que c'est une personne voilà, que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, il y a plus de 10 ans maintenant, et que j'ai positionné au bout de 10 ans chez un client. Donc, ça a pris du temps, mais il y a des gens comme ça qu'on suit et qu'on peut positionner voilà, chez des clients. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a des gens voilà, qu'on va suivre. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que rencontrer des gens, rencontrer des chasseurs de tête, parce qu'on sert à ça aussi, partager avec vos pairs, partager avec vos amis qui sont juristes ou avocats, et qu'on peut se réinventer aussi dans son métier en tant que juriste ou en tant qu'avocat, sans forcément aller au-delà si vous n'avez pas envie de quitter la profession. Mais il y a une multitude de choses à faire en tant que juriste ou en tant qu'avocat, une multitude pardon, de structures entre les groupes du CAC 40, les startups, les PME, travailler aussi dans des structures nouvelles qui viennent de se créer en tant que juriste unique. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles de faire en tant que juriste ou avocat. Donc, rencontrer des gens comme nous, des chasseurs, et surtout partager. Et comme tu le disais, voilà, Bérangère, l'idée, c'est vraiment voilà, des retours d'expérience pour le coup, écouter des podcasts pour rencontrer des gens. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se faire son propre choix et sa propre carrière en tant que juriste et avocat, et que tout est possible aussi dans le cadre du droit si on souhaite rester dans ce domaine-là en tout cas. Merci Audrey. Marie, je t'en prie. À tous. Oui, très rapidement, moi je rebondirais sur ce que disait Bérangère, qui me paraissait super important. C'était un peu le fait de... C'est sûr que changer de boulot et notamment abandonner, entre guillemets, la carrière d'avocat raccrocher la robe, ça représente une perte de statut social. Parce que quand on arrive en soirée et qu'on dit qu'on est avocat, c'est facile, c'est simple, tout le monde voit ce que c'est, tout le monde voit ce qu'on fait. Voilà, il y a un statut social associé à ça, c'est un statut conforme aux études qu'on a fait à Sciences Po, etc. On est dans une case, c'est top, quoi. Ceci étant dit, ce statut social, surtout nous qui nous le mettons dans la tête. Et donc, c'est sûr qu'on a l'impression qu'en quittant ça, on va quitter un confort, on va quitter, on va peut-être, ça va être moins facile de s'auto-valoriser. Mais en fait, déconstruire ça, ça prend potentiellement du temps ou pas. Enfin, moi, je pense aussi que ça m'a pris du temps, mais de manière beaucoup plus inconsciente. Mais c'est un vrai travail je pense que c'est un vrai travail à faire. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est avocat. Est-ce que c'est, quelles sont les vraies bonnes raisons? Et je pense que le statut social, c'est pas une vraie bonne raison. Il y a pas mal de questions, je pense, à poser par rapport à ça. Et je rebondirai aussi sur un deuxième point que Bérangère a abordé, qui est la prise de risque. Oui, se orienter, changer de métier. Oui, c'est une prise de risque, mais à quel niveau est le risque? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est vraiment risqué? Qu'est-ce qu'on risque au fond? Au fond, on risque de se planter et peut-être qu'est-ce qu'elle risque, Bérangère? Comme elle disait, au fond, on risque de se planter, d'avoir quand même un super logement, une super vie dans les Alpes et de trouver un autre métier dans un an. Et est-ce que c'est catastrophique? Peut-être pas. Et voilà, il faut mettre un peu en rapport tout ça. Et c'est sûr que moi, en soirée, je suis moins à l'aise de dire que je suis juriste. Avant, je disais que j'étais avocat, c'était plus sympa. Mais voilà, du coup, je parle aussi plus de ma boîte, plus du projet de boîte et moins de mon activité d'avocate. Ça change et c'est juste une sorte de discours personnel un peu à reconstruire et à s'échapper un peu des grandes cases dans lesquelles on s'était mis jusqu'alors et de reconstruire un discours peut-être un peu plus personnel. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que le milieu des avocats, il y a beaucoup de choses qui se fait ces temps-ci. Franchement, ça bouge vachement. Il y a des cabinets qui se montent avec d'autres styles de management, etc. Je pense à ce que Suzanne disait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. En revanche, clairement, les gros cabinets, les cabinets institutionnels ne bougent pas encore. Ça, c'est vrai que c'est pas encore ça. Et donc, si vous avez aussi envie de trouver des milieux peut-être plus innovants en termes de RH, avec des méthodes de travail plus agiles, des méthodes de travail plus autonomes, clairement, c'est peut-être pas un cabinet d'avocats que vous les trouverez. Et donc, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Moi, personnellement, en passant en startup, c'est un peu... Je me suis dit, ah ouais, en fait, ailleurs, c'est vraiment intéressant de voir comment ça travaille ailleurs. Et de se rendre compte aussi que le boulot, les conditions de travail en cabinet d'avocats, la forme du travail, elle est très importante aussi. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne, de plus contemporain. Et parfois, c'est bien d'aller dans ce qu'il y a de plus moderne pour peut-être réinventer aussi son propre milieu. Voilà, bon courage à tous. Et moi, je suis dispo vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis dispo par LinkedIn. Enfin, je pense que Lucie vous donnera nos contacts par LinkedIn, tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter ultérieurement.
Merci beaucoup, Marie. Et Bérangère, je t'en prie. C'est bien, je croyais qu'on allait te couper sec à 13h30, donc bon, je t'en prie. Et puis ensuite, on coupera, mais de manière non sèche. Oui, après tout ce qui a été dit, là, je n'ai pas énormément de choses à ajouter. Peut-être, finalement, pour contraster un point plutôt pratico-pratique, qui fait écho aussi à la prise de risque. Il faut avoir en tête quand même qu'on est collaborateur libéral et qu'on lâche le barreau, on n'a pas de droit au chômage. Donc simplement un petit sujet à garder en tête quand on se lance dans un projet entrepreneurial derrière. C'est pas forcément un frein irrémédiable. Simplement, le garder en tête parce que justement, des fois, ça fait un petit peu bizarre. Finalement, on pensait que ça ne serait pas si important que ça. Et puis, on se rend compte qu'on a quand même été bien formaté sur le côté gagner sa vie, être productif, et que ça fait bizarre de n'avoir plus aucun revenu pendant une certaine période, plus ou moins déterminée. Donc, simplement, c'est un aspect qu'il faut quand même avoir en tête et intégrer dans son projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ressources. Si vous avez travaillé avant en cabinet d'avocat, normalement, vous avez été quand même très bien payé, même si l'URSSAF prend beaucoup et les impôts beaucoup. Et ça se permet d'avoir justement un petit filet de sécurité pour une phase de transition. Et un autre point peut-être dont on n'a pas forcément parlé, c'est très important de se lancer dans ce genre de projet en se connaissant soi, parce que c'est soi, qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien. C'est important aussi quand même de savoir comment se positionne votre entourage. Alors, j'ai envie de dire votre compagnon ou compagne ou vos amis les plus proches, parce que c'est quand même des projets qui peuvent amener à beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations, des phases de doute, hein. Rien n'est linéaire. Et de savoir que les personnes les plus importantes vont vous soutenir dans ce projet, ils sont derrière vous, que ce soit en soutien moral ou financier. C'est vraiment important aussi, parce que si déjà vous avez l'impression de vous battre tout seul pour faire votre projet, mais qu'ensuite il faut se battre un petit peu au sein de sa propre famille ou de ses amis extrêmement proches, c'est pas forcément simple. Et ensuite, si c'est des vrais projets de vie qui remettent en cause énormément de choses, c'est des réflexions à avoir dans votre vie de manière générale, et c'est pas juste un choix de carrière. Donc c'est des sujets dont il faut parler. Voilà. Et moi également, aucun problème pour en rediscuter sur des parcours, des envies ou des questions sur ce que j'ai pu faire ou ce que je ferai. C'est des gens qui sont vers Grenoble et qui veulent du bon temps dans quelques mois, par LinkedIn ou ensuite par mail. Je ne sais pas si c'est communiqué ou pas. Ça pourra l'être, hein. Vous nous direz ce que vous souhaitez communiquer, mais il n'y a aucun souci. On relaiera aussi l'ouverture de la boulangerie. Moi, ça m'intéresse énormément. Suzanne, si tu veux un dernier mot, et puis bien sûr, si vous devez quitter, n'hésitez pas. Il n'y a pas de... Non, juste peut-être vous remercier d'avoir été nombreux quand même pour participer à ce webinaire. Et c'était chouette d'avoir tous ces parcours très différents, ces visions très différentes autour de ce même thème. Oui, c'est vrai qu'on est resté à un nombre stable tout le long, ce qui est toujours signe que la discussion était intéressante et s'est bien passée. Merci d'avoir accepté de partager vos expériences et ce que vous avez ressenti, même au niveau relativement personnel. J'espère que ça inspirera les personnes qui ont écouté et celles qui pourront lire la synthèse. Comme dit, si vous souhaitez que ça ne soit pas enregistré, faites-nous signe. Hein, mais bon, vous nous direz au cas où, je vous laisse quelques jours de réflexion. Et puis... vous avez remarqué donc que Marie et Bérangère ne sont plus dans la région parisienne et je voulais donc faire la pub de notre prochain webinaire, 31 mars, carrière hors de Paris. Nous aurons des personnes de Lyon, Marseille et Lisbonne, si je ne me trompe pas. Ce sera organisé il y aura donc le maître de cérémonie sera entre autres Amandine Collard qui est parmi nous et on pourra discuter un peu plus de ce sujet, comment est-ce possible, mais surtout c'est possible et c'est complètement une bonne chose de pouvoir finalement travailler aussi et faire des choses très intéressantes hors de Paris pour faire un break. Je pense que finalement c'est un sujet qui me paraît très, très pertinent. J'ai l'impression que tout le monde part de Paris. Voilà, donc il y a peut-être un peu plus de place à Paris du coup, mais en tout cas, voilà, ça nous paraît pertinent. C'est pour ça que le 31 mars, pareil sur l'heure du déjeuner, on se retrouvera dans le même format pour discuter de tout ça. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle suite de journée. Un grand merci encore une fois à nos intervenantes et puis à bientôt en vrai sur les réseaux. Merci. Bonne journée.
Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée.